Alors, je voulais vous présenter rapidement Didomi, ce qu'on fait, donc très succinctement, et puis après vous présenter un petit peu certains enjeux technologiques qu'on a, en particulier en ciblant sur la question de la disponibilité. Alors moi, c'est l'inverse de Yves, on partait de zéro, donc on a assez peu de dettes techniques à ce stade, et à l'inverse, des vraies problématiques de relativement petites entreprises avec des très gros volumes. Et donc, on a beaucoup de questions autour de comment est-ce qu'avec une taille très restreinte, on arrive à gérer de la très haute disponibilité un peu partout dans le monde. Donc, je suis CTO depuis le début, ça fait à peu près 3 ans qu'on existe, un peu plus, et on a une plateforme de gestion des consentements et des préférences utilisateurs. Donc, on aide effectivement les entreprises à répondre à des questions à la base juridiques, des problématiques réglementaires, du RGPD, de CCPA aux États-Unis et d'autres réglementations dans le monde. Et on essaie autant que possible de se concentrer quand même sur le lien entre consentement et revenu. Donc, il y a des endroits où il est évident, la publicité en ligne, si l'utilisateur il dit non, vous ne pouvez pas utiliser de données personnelles pour la publicité, et donc votre revenu baisse, puisque vos CPM vont baisser. Et on essaie à chaque fois de dérouler ce fil-là dans toutes les industries, en trouvant le lien entre les préférences, les choix utilisateurs et le revenu d'entreprise, et d'optimiser cette question-là. Donc, Didomi, notre travail, c'est vraiment d'être présent sur un maximum de canaux pour faire de la collecte de consentement à la base. On va être évidemment sur du digital, donc on va être sur des sites web ou des apps assez standards, on est sur de la télé, et puis on est aussi présent sur des canaux offline, donc on a des call centers, on a des clients qui ont des magasins, et à chaque fois, on va fournir des solutions pour faire de la collecte de consentement, quel qu'en soit le type, et ensuite d'aller pousser ces consentements là où nos clients ont besoin de les voir, donc dans leur CRM, dans leurs analytics, dans leur chaîne publicitaire, et ainsi de suite. Donc, nos deux métiers, c'est vraiment ça, c'est de la collecte de consentement, où là, il faut être hyper disponible et toujours présent, et des intégrations, en fait, c'est aussi un vrai métier d'intégration. On va envoyer tous ces consentements qu'on a collectés vers les outils tiers de nos clients, en centralisant tout ça, après, avec un certain nombre de traitements un peu plus juridiques. Donc, sur toute la partie collecte, voilà, on a beaucoup d'interfaces différentes, on fait évidemment beaucoup de numérique, mais notre travail, c'est d'être présent partout où nos clients sont présents. On fait ensuite tout ce qui est stockage, analyse des éléments de consentement avec de l'analytics interne pour nos clients pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Et puis toute la partie intégration vers les outils utilisés par les différentes entreprises. Et donc aujourd'hui, on est présent sur des centaines de milliers de sites et d'applications web et on commence à être sur des gros volumes pour une boîte de notre taille. On voit à peu près 2 milliards d'appareils par mois et puis on traite à peu près 65 milliards de pages vues, donc d'événements qu'on va collecter par mois. Donc à notre échelle, c'est beaucoup et c'est assez proche en termes de volume de ce que va connaître de la tech, par exemple, donc sur toute la partie publicitaire. Et on a des clients un peu partout dans le monde aujourd'hui, avec une très forte présence en Europe et aux États-Unis. Et on travaille avec beaucoup de grands comptes d'un peu tous les secteurs, avec quand même une certaine concentration autour des médias et des e-commerce. Et je pense le plus gros enjeu technologique chez Didomi, c'est d'être disponible. Sur le principe, nos clients, ils vont placer sur leur site, dans leurs applications mobiles, dans leurs outils internes, des tags de Didomi qui vont afficher des bannières, qui vont collecter des consentements, qui vont décider quels tiers ont le droit de se lancer sur une page. Donc, par exemple, sur des sites médias, on va décider si la publicité a le droit de s'afficher ou non. Et donc, la question de la disponibilité, chez nous, elle est critique, évidemment, puisqu'on va avoir un impact très fort sur les différents systèmes de nos clients. Et ils se reposent sur nous, sur toutes ces questions-là. Et en conséquence, on est souvent chargé en premier dans tout leur récit. Et donc, on a un gros risque dès qu'on est indisponible, puisqu'on va impacter le chiffre d'affaires de nos clients, leurs opérations métiers, l'expérience des utilisateurs, et puis notre propre chiffre d'affaires, souvent par le biais des SLA. Donc, chez nous, c'est une question critique et on essaie d'avoir des objectifs les plus élevés possibles. Donc, sur la disponibilité, alors, on parle vraiment de ce que nous, on va considérer comme étant nos systèmes critiques, donc c'est la collecte des consentements. Ensuite, beaucoup d'outils que nos clients vont utiliser en mode SaaS, qui sont plus internes à leur métier, qui sont un peu standards et où là, la disponibilité est un peu moins critique. Mais sur tout ce qui est collecte de consentement, on est vraiment sur des éléments critiques. Donc, on essaie de viser les 100% de disponibilité sur ces éléments-là, donc sur le fait d'être capable de collecter des consentements en permanence, et puis des temps de réponse moyens de nos API inférieurs à 50 millisecondes. Alors, dans l'absolu, 100% et 50 millisecondes, c'est toujours difficile à tenir. Je pense que tout le monde le sait, il n'y a pas d'exception. Dans notre cas, c'est particulièrement difficile parce qu'on est évidemment sur des gros volumes, puisqu'on travaille avec beaucoup d'éditeurs de contenu et de e-commerçants qui ont tendance à avoir des gros volumes naturellement. En particulier pendant la pandémie où il y a encore plus de volume. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le voir. Et puis, de manière générale, on doit traiter beaucoup de pics de charge sur des durées assez courtes et sur des géographies différentes également. On va avoir des pics de quelques secondes ou quelques minutes, par exemple, quand il y a une notification mobile. Sur beaucoup d'apps de nos clients, on va avoir un pic d'utilisateurs qui arrive. Et puis, il y a des pics un peu plus longs, sur quelques heures. On va avoir chaque année, autour de Noël en Espagne, une très grosse loterie pendant la journée, où on voit
le trafic espagnol explosé. On va avoir des gros matchs de foot, pareil, en Espagne et en France, on a de très gros pics aussi. Donc, on a une industrie qui, comme les médias, en fait, est très exposée, comme les médias, le retail est très exposé à tous ces pics-là. Et nous, évidemment, les pics s'additionnent un petit peu sur tout le web mondial. Et il faut qu'on reste disponible dans tous ces cas-là. Du coup, on essaie de s'organiser au maximum pour tenir cette disponibilité-là. Et la règle qu'on s'est fixée, et ce qui me semble le plus naturel, c'est d'adapter toute notre organisation. Alors, il y a 3 grands principes assez standards que vous avez tous à mon avis en tête. Optimiser notre infrastructure pour que les problèmes soient isolés et de manière générale qu'il n'y ait pas beaucoup de composantes dynamiques dans tous ces schémas critiques. Adapter nos embauches et la structure de nos équipes, ça j'en parlerai un petit peu aussi. Et puis mesurer. Il faut mesurer absolument tout ce qui se passe et puis essayer de réagir ensuite de manière automatisée en fonction des problèmes qui arrivent. Donc je vais détailler un petit peu certains de ces points-là. Le plus important, évidemment, c'est la partie infrastructure. Et la règle principale qu'on se fixe sur toutes nos infrastructures critiques, c'est de se dire que tout doit être statique, avec de la mise en cache sur tous les points. C'est une manière assez peu élégante de le dire, mais de manière générale, ce qu'on veut, c'est donc éviter tous les éléments dynamiques, donc les bases de données SQL, les API tierces, tous ces éléments-là, qui en fait, sur lesquels on ne peut pas vraiment garantir de disponibilité aussi élevée à coût raisonnable, disons. Et c'est assez proche des exigences de la performance web standard, donc pour tous ceux qui travaillent sur des sites ou des apps à gros volume, c'est un peu les mêmes problèmes. Et ce qui est assez agréable à voir, c'est que de manière naturelle, quand vous travaillez sur de la haute disponibilité, vous avez aussi des bons temps de réponse et de la bonne performance. Et ce qui est intéressant, en fait, on va dire d'un point de vue technologique, c'est que on est sur des problèmes qui sont fondamentalement dynamiques, c'est-à-dire que dans notre cas, on doit aller lire une base de données, on doit appeler des API et autres, et qu'il faut arriver à transformer dans les problèmes statiques qu'on peut mettre en cache de manière efficace, côté serveur et côté client. Et si on regarde donc un exemple un peu concret chez Didomi, le principe chez nous, c'est que, par exemple, ici, dans le cas de notre SDK Web, donc du JavaScript, on va être mis sur le site de nos clients, qui va venir charger donc notre code à nous sur notre CDN. Et notre code, il va faire essentiellement 3 grandes opérations. Il va charger un peu de configuration dynamique en fonction du site. Donc là, on va aller lire par une requête dans une base de données. Il va charger le pays d'utilisateur pour déterminer les réglementations qui s'appliquent à lui en fonction d'un certain nombre de règles. Et puis enfin, on va commencer à faire un peu notre logique client, décider si l'utilisateur a déjà donné son consentement, sinon on fait une collecte, si oui, on commence à charger tous les tiers qui en dépendent. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a en fait 2 grands risques pour arriver à quelque chose qui est parfaitement statique. On va avoir l'accès à la base de données et puis le fait de déterminer le pays d'utilisateur. Alors ces problèmes qui sont assez simples, on n'est pas dans des problèmes particulièrement complexes pris individuellement. Ce qui est difficile chez nous, c'est de garantir que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on va répondre à toutes les requêtes qu'on reçoit sur chacun de ces éléments-là, avec les risques financiers qui se posent. Et donc, notre choix concret d'implémentation a été d'arriver à faire cette transformation vers quelque chose de statique qu'on peut mettre en cache. Et on utilise donc CloudFront, qui est notre CDN principal, avec une fonctionnalité de CloudFront qui s'appelle Lambda at Edge. Donc, Lambda, c'est la fonctionnalité de fonction as a service d'AWS. Et l'idée de Lambda at Edge, c'est d'exécuter directement sur les nœuds extrêmes de CloudFront, donc un peu partout dans le monde, d'exécuter du code directement là-bas, qu'on va pouvoir ensuite mettre en cache. Dans notre cas, on fait du cache qui est donc basé sur le pays d'utilisateur et le site sur lequel l'utilisateur est présent. Et on garantit qu'on va tout charger à la fois en une seule requête et surtout que cette requête est mise en cache absolument partout dans le monde, de sorte à ce que le problème ne soit plus un problème dynamique. Et donc, sur toute notre activité web, sur toute notre activité de collecte de consentement web, on est en fait sur une chaîne qui est complètement statique du point de vue des appels utilisateurs et où 99,9% des requêtes viennent directement du cache sans repasser par nos serveurs, alors même qu'on a quand même un certain niveau de dynamisme dans la réponse, qui est un petit peu la partie difficile. On n'est pas sur du JavaScript parfaitement statique. Donc ça, c'est un peu le premier point dans tout ce qu'on construit, c'est sur nos infrastructures critiques, d'arriver à, autant que possible, rendre les choses statiques et faire de la mise en cache le plus près possible de l'utilisateur, donc soit dans le navigateur, soit sur des nœuds extrêmes du réseau. Et l'autre point qui est assez évident chez tout le monde aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut un maximum de redondance pour éviter que le système tombe, donc en assurant la redondance de chaque composant individuellement. Et dans notre cas, comme c'est un système assez global, la redondance, elle passe par le fait d'être présent dans chaque région individuellement, et aussi de ne pas faire confiance à un seul fournisseur cloud. Donc on est à la fois sur du multi-CDN et du multi-cloud. On va utiliser AWS et Google pour les clouds, et leurs CDN respectifs aujourd'hui avec du load balancing par le DNS. Et donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a tout ce cache qui est disponible
Certes, on est revenu à un problème statique qui est assez simple à partir de là à résoudre, mais on continue à se reposer exclusivement au fond sur le CDN. Donc, dans notre cas, l'idée, c'est d'avoir au moins 2 CDN dans ce cas-là, qui nous permettent d'être présents sur différentes régions et de ne pas avoir de moment où un CDN tomberait. Alors, Google et AWS font du bon travail, mais comme on l'a tous vu récemment, il y a toujours 1 ou 2 moments dans l'année où ils vont avoir un peu plus de difficultés. Et donc, il faut aussi penser la redondance au niveau du cloud lui-même directement. Donc, dans notre cas, aujourd'hui, ce qu'on avait historiquement, c'était seulement CloudFront, qui est le CDN AWS, qui faisait toute la mise en cache, qui devenait donc un point problématique. Et donc, on a doublé avec le cloud de Google aussi, donc leur offre CDN. Et puis, le dernier point qui va avec toutes ces questions-là aussi, qui est aussi assez standard, qui est la question du passage à l'échelle. Dans notre cas, ce qui est compliqué sur la question des pics, un petit peu comme beaucoup de gens, je pense, dans l'audience, c'est que comme ces pics sont très soudains, il faut arriver à scaler très vite. Donc, historiquement, alors dans notre cas, on est entièrement sur AWS pour les parties API. Et donc, on va scaler automatiquement ces API-là. L'idée étant que scaler au niveau des instances est assez lent, on va prendre quelques minutes. Et on est parfois sur des pics où attendre quelques minutes ne sert pas à grand-chose. Donc, on passe beaucoup sur les solutions où on scale au niveau du container. On va utiliser des outils d'AWS comme ECS et Fargate ou Kubernetes selon les services qui permettent de lancer facilement de nouveaux containers sans avoir besoin d'initialiser de nouvelles machines, par exemple. Et avec cette balance habituelle que tout le monde connaît entre je veux gérer des pics de trafic de manière efficace sans les payer trop cher, sans avoir besoin d'augmenter ma baseline en permanence. Donc, particulièrement dans notre cas, hein, une petite entreprise qui grossit vite, c'est des problèmes auxquels on fait particulièrement attention. Donc, l'arbitrage est présent pour nous aussi. Dans notre cas, ce qu'on fait, c'est de scaler très vite. Donc, on est sur quelques secondes pour arriver à lancer des nouveaux containers. Et on utilise des instances spot essentiellement sur AWS et sur GCP, ce qui nous permet aussi d'économiser à peu près 80% des coûts de calcul. Et l'idée, c'est que puisqu'on est capable de scaler très vite, la baseline peut être beaucoup plus élevée dans notre cas. En règle générale, on vise à peu près 80% de taux d'utilisation avant de commencer à scaler. Donc, on essaie de rester dans cette bande-là, entre 75 et 85. Et c'est parce qu'on arrive à scaler en quelques secondes que ça pose pas de problème. Si ça nous prenait quelques minutes, on serait obligé d'avoir une baseline beaucoup plus basse, hein, sur autour des 50-60%. Et donc, ce qui nous coûterait évidemment beaucoup plus cher. Donc là encore, normalement, c'est une problématique assez standard aujourd'hui. Et la merveille de notre modernité, c'est d'avoir quand même beaucoup d'outils pour aller faire ça beaucoup plus vite. Nous, on est une quinzaine d'ingénieurs aujourd'hui, une 50aine de personnes en tout. Et on arrive quand même à gérer des systèmes assez distribués, assez gros, avec finalement peu d'équipes et peu de personnes. Et c'est l'autre partie de la disponibilité qui est, à mon avis, assez importante, qui est évidemment d'adapter nos équipes. Alors là encore, c'est une vraie difficulté dans une petite entreprise comme la nôtre, hein, quand on est une cinquantaine. On a un bureau principal à Paris, et donc assurer une disponibilité à 100% sur tous les fuseaux horaires, puisqu'on a des clients un petit peu partout, et avoir des SLA qui sont respectés également, ça implique fondamentalement d'avoir des gens aussi réactifs sur de nombreux fuseaux horaires quand il y a des problèmes qui arrivent. Et donc, nous avons adapté notre organisation à ça depuis le début dans notre cas. L'idée, c'était qu'on a toujours été donc remote first, on a toujours embauché des gens qui pouvaient travailler en télétravail d'un peu partout. Donc, sur la partie technique, on a 100% de nos effectifs qui sont en télétravail depuis ces 3 dernières années. Alors, pas spécifiquement pour la pandémie dans notre cas, mais au fond, ça nous a peu affecté. Et puis, on embauche des ingénieurs partout, où qu'ils soient dans le monde, s'ils font bien leur travail et si on pense qu'ils ont un bon culture fit avec le reste de l'entreprise, on les embauche. Et du coup, on a à notre taille des effectifs un peu partout, en France, en Europe, en Amérique également beaucoup, et puis un petit peu en Asie. Du coup, le pays de résidence, chez nous, c'est pas vraiment une question. Et en conséquence, on a organisé aussi tous nos outils, tous nos modes de travail autour de ça. Et ça nous permet d'être réactifs 24h/24 pour maintenir notre disponibilité. Alors, ça fonctionne très bien. Les problématiques qui se posent assez naturellement, je pense que maintenant tout le monde les connaît bien avec le confinement. C'est des questions un peu sociales. Comment est-ce qu'on garde un contact? Comment est-ce qu'on établit un contact sur de nouvelles personnes qui sont essentiellement remote? Et comment est-ce qu'on le garde dans le temps? Donc, on s'est aussi beaucoup organisé autour de ça. Alors, après confinement, on se retrouvait à Paris 2 fois par an. Donc, l'idée, c'était que tout le monde se retrouvait à Paris pour passer une semaine ensemble. Et on a aussi beaucoup de flexibilité sur le fait que des développeurs qui seraient remote peuvent aller à Paris quand ils veulent et peuvent aussi organiser des regroupements ponctuels régionaux. Donc, ils peuvent choisir une ville qui leur convient à peu près entre chacun d'un petit groupe de développeurs qui ont envie de travailler ensemble et se retrouver pour travailler ensemble. Donc, l'idée, ça a été de garder de la fluidité dans ces déplacements-là, de se dire que 80% de notre travail peut être très bien fait à distance, mais qu'il faut, même dans une organisation comme ça et même à notre taille, arriver à garder l'aspect social de tout ça et donc permettre, au fond, investir un peu d'argent pour permettre à tout le monde de se retrouver dans les moments où ils en ont besoin.
Et ce qui va avec, en fait, même à notre taille, c'est de garder quand même un peu d'efficacité et de sécurité dans tout ça. Donc et là, ça redevient un peu plus standard. Je pense que c'est une problématique que des grosses entreprises connaissent très bien, mais qu'à notre taille, forcément, sont un peu plus compliquées. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à aider 15 ou 20 ingénieurs qui sont un peu partout dans le monde à bien gérer des systèmes de cette taille-là et qui sont distribués. Chez nous, la règle, c'est que nos ingénieurs n'ont jamais accès aux serveurs de production ou aux données de production de manière générale. Donc, il n'y a pas d'accès SSH possible, par exemple, sur nos serveurs. Il n'y a pas de clé disponible et les ports sont toujours fermés. Et donc, tous nos processus de déploiement passent évidemment par de la CI/CD, y compris l'intégrité de l'infrastructure. On utilise beaucoup de Terraform, de CloudFormation pour gérer ça. Et toute modification d'infrastructure va passer par le même processus de test et de revue de code que le reste du code des apps et doit être approuvé par plusieurs personnes. Donc, ça permet à la fois de donner un peu de flexibilité à tout le monde, notamment à des gens qui sont à distance, avec des contraintes réglementaires. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas permettre à une personne qui n'est pas en France et qui n'est pas à temps plein dans les bureaux d'Idomi d'accéder à des données clients. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi et qu'on arrive à gérer par le fait d'avoir effectivement tout automatisé dans nos process. Voilà. Et puis, ça passe aussi par toutes les mêmes questions sur la gestion des incidents. Alors, je vois qu'on a quand même, j'ai passé pas mal de temps, donc je vais peut-être résumer rapidement la dernière partie pour pas nous mettre en retard. Et l'idée de la dernière partie qui est aussi assez standard, c'est que le seul moyen d'arriver à cette disponibilité, évidemment, c'est de tout mesurer. Et dans notre cas, on continue de creuser, évidemment, dans la question des mesures. On a tous les outils un peu standards de métriques et d'alerte. Et puis, ce sur quoi on passe beaucoup de temps depuis 6-12 mois, c'est toute la question du distributed tracing. Donc, d'arriver à détailler précisément tous les appels qu'on reçoit, par où ils passent, qu'est-ce qui leur arrive et puis qu'est-ce qui ralentit dans des grands systèmes distribués, puisqu'on a beaucoup de microservices, arriver à suivre précisément comment chaque service interagit, où est-ce que les requêtes ralentissent et ainsi de suite, c'est assez compliqué. Surtout dans la mesure où nos SLA et nos métriques principales sont en fait des moyennes. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'aller travailler sur nos requêtes extrêmes. Donc, c'est beaucoup Neuralink, par exemple, sur la question du distributed tracing, qui va vous donner comme ça des traces détaillées de vos différents appels et aider à comprendre pour chaque type d'appel, pour chaque route, où est-ce que les choses vont ralentir. Voilà. Donc, de manière générale, notre vrai défi chez Dynami, c'est qu'on est une petite entreprise qui grossit très vite et qu'il faut qu'on arrive immédiatement à garantir de la très forte disponibilité un peu partout dans le monde, puisqu'on a des gros clients un peu partout.